Je vais tout de suite introduire Jérôme Dovio, qui est professeur de sociologie à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, c'est-à-dire notre voisin, et aussi chercheur au centre Maurice Alvax de l'EHESS, de l'ENS et du CNRS. Dans le domaine de l'éducation, Jérôme développe depuis une quinzaine d'années un ensemble de recherches et d'enquêtes d'envergure sur la transmission des savoirs et des apprentissages. Il étudie notamment les évolutions du groupe professionnel des enseignants, les pratiques d'enseignement et leurs effets sur les apprentissages, ainsi que les enjeux de définition des contenus d'enseignement. Il est co-auteur et auteur de plusieurs ouvrages sur l'école et la transmission des savoirs, dont certains concernent l'objet de la présentation d'aujourd'hui, la lecture, son enseignement, les méthodes et pratiques de la lecture. Et Jérôme Dovio fait, comme Pascal Bressou, partie du Conseil scientifique de l'Éducation nationale, qui, je le rappelle, est présidé par mon collègue Stanislas Dehaene. Je te donne la parole. Merci beaucoup. Merci Pierre-Michel pour cette invitation. Donc mon intervention portera sur la question des pratiques enseignantes et des inégalités scolaires dans le cadre de l'apprentissage de la lecture. Alors, en guise d'introduction, on commence toujours par les mauvaises nouvelles. On en a déjà eu quelques-unes ce matin, donc je ne vais pas trop m'y attarder, ça commence à être un peu connu dans le contexte français. Les résultats en lecture, au niveau du primaire ou plus tard, sont en baisse continue. Là, vous avez le graphique de distribution en graphique de densité du nombre d'erreurs obtenues à la même dictée, de 87 à 2021, donc vous voyez le nombre d'erreurs qui augmente. Si on se centre, et ce qui sera le cas là dans mon intervention, sur le tout début, c'est-à-dire l'année de CP en France, en 2021, comme vous voyez là, 47% des élèves à l'entrée en CE1 n'atteignent pas le seuil des 50 mots minutes en lecture d'un texte qui est l'objectif officiel attendu en vitesse de lecture en fin de CP. Cet objectif, on peut évidemment toujours le discuter. Pourquoi 50 et pas 40 et pas 65 ? Enfin, on a quand même un certain nombre de travaux qui montrent que ce seuil, qu'on pourrait mettre encore une fois à 40, ou 45 ou 55, est le seuil qui, quand même, atteste d'une bonne entrée dans la lecture, d'une vitesse, d'une automatisation de la lecture, qui est absolument fondamentale pour la suite de la scolarité. Justement, si l'on regarde à l'autre bout, au bout de la scolarité, ça, ce sont les enquêtes toujours de l'ADEPE qui permettent de le montrer. Là, c'est pendant la journée d'appel. Vous savez, il y a des tests qui sont passés pendant la journée d'appel. Donc, 1 jeune sur 4 aujourd'hui en France, dans ce pays pluriséculaire d'apprentissage de la lecture, l'alphabétisation de masse, je le rappelle, à plus de 300 ans, enfin en tout cas le démarrage, vous avez 1 jeune sur 4 âgé de 16 à 25 ans qui est soit un lecteur ou une lectrice médiocre, soit en grande difficulté de lecture, soit en situation d'illettrisme. Et je vous invite à aller voir les tests, y compris un lecteur ou lectrice médiocre, c'est quand même avoir vraiment des difficultés de compréhension d'un texte relativement simple. Donc évidemment, ces constats interrogent l'efficacité des méthodes d'enseignement de la lecture actuellement en usage en France. Ça sera donc l'objet de ma conférence. 2 questions seront traitées ici. Je passerai peut-être un tout petit peu vite sur la première, mais enfin quand même vous donner quelques repères ou références. Quelles sont aujourd'hui les modalités d'enseignement de la lecture, telles qu'elles sont mises en œuvre en début d'année en CP, au CP en France, et surtout m'intéresser aux effets de ces différentes méthodes sur les résultats des élèves et sur la production des inégalités scolaires en lecture. Alors, je vais m'appuyer sur une enquête qui a été réalisée dans le cadre du CESEN, en partenariat avec l'ADEPE, le service statistique du ministère de l'Éducation nationale, que j'ai réalisé avec Paul Gioia, mon doctorant, je donnerai donc quelques résultats. Le rapport de recherche, je l'expliquerai, est déjà sorti, et la note du CESEN, je pensais annoncer qu'elle sortait aujourd'hui, ce ne sera pas le cas, mais peut-être dans quelques jours, elle est en train, en tout cas, d'être finalisée. Voilà donc mon intervention. Je donnerai quand même, je suis un peu obligé de dire quelques mots sur le débat, sur les méthodes d'enseignement de la lecture, au moins pour fixer les termes, qu'on soit un peu tous d'accord si possible sur ce dont on parle, et ensuite, très classiquement, je décrirai les pratiques et le résultat de ces pratiques sur les apprentissages des élèves. Alors les termes d'un vieux débat, effectivement, si on prend au plan le plus général, tel qu'il a été posé dans
grand nombre de pays, en France, mais pas seulement, au tournant des années 60, vous avez une opposition entre deux grandes façons d'envisager l'entrée dans la lecture, dans les systèmes alphabétiques, j'entends, soit partir d'un apprentissage des lettres, auquel on associe des sons et de formes pour former ensuite des syllabes et des mots, une stratégie donc de décodage, on décode, on apprend à décoder des graphèmes pour apprendre à les oraliser, ou au contraire, on part d'une reconnaissance globale des mots, une stratégie de reconnaissance idéovisuelle ou de mémorisation. Les deux vont de pair. Bon, vous trouvez là une opposition fondatrice entre deux approches. Je vous donne les termes tels qu'on les utilise en France, mais on peut le discuter. Centré sur le code, la première, on utilise souvent le terme de méthode syllabique, ce qui n'est pas complètement faux, mais c'est plutôt le fait que dans méthode syllabique, on met beaucoup plus d'autres choses que ce que je dis là. Donc il faut effectivement se méfier des terminologies. En France, la méthode idéovisuelle, on l'a souvent appelée la méthode dite globale. Si on doit utiliser un terme, j'y reviendrai, c'est celui que j'utiliserai, plus académique ou plus précis, on parlera de méthode phonique synthétique stricte. Je m'en expliquerai juste un peu plus tard. Alors, ce qui est important là sur le plan sociologique et historique, c'est de bien comprendre, et c'est tout à fait intéressant d'ailleurs d'essayer de comprendre pourquoi, que les principes hérités de l'approche idéovisuelle, je dis bien les principes, je ne dis pas la méthode idéovisuelle, mais en tout cas l'idée qu'on peut apprendre dans des écritures alphabétiques à lire à partir d'un apprentissage global, ou en tout cas en ayant des stratégies, des activités qui soient de type reconnaissance, mémorisation, on dira utiliser ce terme que j'aime bien utiliser, même si parfois on me le reproche, de lecture devinette. Je vais manger vous avez le dessin d'une pomme et vous devez deviner que c'est une pomme. Voilà, typiquement ça, ce qui existe aujourd'hui encore en France, c'est véritablement les principes hérités de l'approche idéovisuelle. C'est très frappant, ils se généralisent très très vite dans beaucoup de pays. Alors, selon des temporalités variables, mais c'est un fait historique et sociologique, et tout à fait d'ailleurs intéressant. J'y reviendrai. Je ne pourrais pas l'évoquer ici, mais il y a des explications très convaincantes, à mon avis, au fait qu'effectivement, en Nouvelle-Zélande, au Canada, en France, vous avez une pénétration de ces idées, des principes hérités de cette approche idéovisuelle. Les deux grandes idées sous-jacentes qui étaient défendues par les grands promoteurs de cette approche, c'est, première idée, le fait que les bons lecteurs ou bonnes lectrices reconnaîtraient globalement les mots, et donc il conviendrait d'apprendre cette façon d'enseigner cette approche de la lecture. Et enfin, deuxième idée qui est plus importante, je crois, pour le cas français notamment, cette idée que l'approche idéovisuelle permet l'accès direct au sens des textes, permet tout de suite d'entrer dans quelque chose de plus riche, et donc serait une approche plus motivante et plus adaptée pour les élèves les plus fragiles. Ça a beaucoup pesé, je crois, quand on regarde, quand on regarde les textes et la façon dont ça s'est implémenté dans les instants, notamment les institutions de formation des maîtres, ça a été un argument très très fort. Bon, là je vais passer extrêmement vite, mais on y revient dans le rapport. Ces deux arguments vont être, et très vite, totalement invalidés par la recherche, elles le sont toujours aujourd'hui, et donc le fait qu'ils soient invalidés par la recherche, on l'a vu tout à l'heure, ne veut pas dire évidemment que ça change forcément dans les systèmes éducatifs et surtout dans les pratiques enseignantes. Vous avez un courant, enfin une thématique de recherche qui cherche aujourd'hui à comprendre, à essayer d'expliquer, c'est ce qu'il se disait ce matin, comprendre les décalages entre précisément les résultats de la recherche sur ces questions-là et la culture professionnelle ou le savoir professionnel, comme ça a été dit, des enseignants, avec des résultats tout à fait intéressants. On pourrait revenir dans la discussion si vous le souhaitez. Alors, pour ce qui concerne le cas français, là, effectivement, il faut entrer dans des contextes, parce que ça ne se joue pas exactement, évidemment, tout à fait dans les mêmes termes et selon les mêmes modalités. Vous avez, au fond, une grande opposition qu'on a observée, là c'est vraiment l'observation en classe, notamment de mon doctorant Paul Joya, qui a passé quelques centaines d'heures dans les classes à observer des enseignantes et des enseignantes en train de professer. Vous avez, premier pôle, cette méthode phonique synthétique stricte, qu'on appelle souvent en France méthode syllabique, qui est caractérisée par un enseignement des correspondances lettres-sons, je le dis comme ça, sans utiliser les termes plus techniques, à un rythme soutenu dès le début de l'année, et sans aucune mémorisation d'aucune sorte de mots, sans apprentissage global. Voilà, c'est ce terme-là, en tout cas ce pôle-là est repérable, restait à savoir, ce qu'on va faire tout de suite après, quelle était sa fréquence et sa diffusion. Ça, on n'avait pas vraiment d'informations sur ce point. Le deuxième pôle, c'est ce qu'on appelle, nous, les méthodes phoniques mixtes.
elles sont caractérisées par le fait que les élèves découvrent de manière plus ou moins systématique les correspondances lettres-sons. Il n'y a pas en réalité en France aujourd'hui véritablement de méthode globale. Vous avez toujours un minimum d'apprentissage des correspondances lettres-sons. Mais ce qui est important dans ces méthodes phoniques mixtes, c'est que cette stratégie, on y ajoute, c'est un peu l'héritage de ces principes idéovisuels, on y ajoute d'autres stratégies comme la mémorisation de mots directs, ce qu'on appelle souvent des mots-outils, même si ce n'est pas tout à fait, là aussi, très correct sur le plan, sur le fond, et on essaye d'en deviner d'autres par diverses stratégies d'inférence contextuelle. Je vais passer vite, mais mon doctorant, Paul Joyat, va le montrer dans sa thèse de doctorat, c'est en France absolument omniprésent, il faut l'avoir en tête. Il y a énormément de mots que les élèves apprennent dès le début de l'année de CP. Ça peut être les jours de la semaine, ça peut être les prénoms des élèves. Dès la deuxième semaine, la première semaine, les élèves sont baignés dans des mots qu'ils doivent mémoriser, reconnaître comme des dessins, si vous voulez. Donc c'est très très important. C'est un environnement, disons, d'apprentissage qui est très 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 important. Alors cette méthode mixte, on a décidé de la nommer au singulier, mais en réalité c'est un large éventail de déclinaisons, évidemment. Elle va s'approcher du pôle synthétique strict à mesure que le nombre de mots à apprendre par cœur diminue et à mesure que l'apprentissage du code est plus systématique. Et de l'autre côté, elle va s'en éloigner avec des méthodes phoniques qu'on appelle non systématiques, c'est-à-dire un apprentissage un peu à la demande des correspondances lettres-sons, voire des méthodes non phoniques, même si, encore une fois, ça reste très, très minoritaire, voire inexistant en France. Alors, pour à la fois essayer de comprendre quelle était la diversité aujourd'hui d'usage de ces différentes logiques ou méthodes d'enseignement, et puis de les mettre en lien avec les résultats sur les élèves, on a pu profiter des évaluations nationales. Donc on a pour ça réalisé une enquête représentative des classes en janvier et février 2021, qui nous a permis de demander aux enseignants et aux enseignantes de décrire leur pratique d'enseignement du lire-écrire et de les appareiller, de les joindre aux résultats de leurs élèves aux évaluations nationales. Ce qui nous permet d'avoir des données assez importantes sur le plan statistique, pas si fréquentes, puisque un peu plus de 9000 enseignants et enseignantes de CP ont répondu à cette enquête. C'est à peu près 20% de l'ensemble des enseignants en France. Et donc on a, pour ces enseignants et enseignantes, leurs caractéristiques, leurs pratiques et les résultats de leurs 139 310 élèves, pour être précis, aux évaluations nationales à l'entrée en CP, mi-CP et à l'entrée en CE. Donc évidemment, c'est à partir de ces données, à partir de maintenant, qu'on va pouvoir dire des choses, disons, sur la question du lien entre méthode d'enseignement et apprentissage des élèves. Alors on a fait un choix qui n'est pas si fréquent en réalité dans la littérature, c'est de partir du manuel d'enseignement de la lecture. Parce que les manuels d'enseignement, notamment en lecture, sont extrêmement fréquents, répandus en France, et pas seulement en France. 85% dans notre enquête déclarent utiliser au moins un manuel quotidiennement en classe, mais c'est véritablement pour la lecture quelque chose qui structure l'apprentissage. Et en fait, chacun de ces manuels, on peut les analyser, ce que l'on a fait, pour essayer de voir justement quelle méthode d'enseignement est incorporée, je dirais, dans le manuel. Donc on a compté, c'était pas un peu fastidieux, le nombre de mots non décodables à mémoriser globalement durant le premier mois, voilà, sur l'ensemble des deux premiers mois, et on a calculé le taux de décodabilité des textes qui sont donnés à lire aux élèves dans ces manuels, qui varie de 40% à 100%. 100%, ça veut dire l'élève n'est amené à décoder que des mots dont il a déjà appris les graphèmes qui le composent. Et 40%, ça veut dire qu'il y a énormément de lecture devinette par définition, puisque l'élève ne peut pas décoder plus de 40% en moyenne des textes qu'on lui donne à lire. Alors si on prend seulement le manuel, voilà ce qu'on obtient en termes de répartition parmi les enseignants et enseignantes qui utilisent un manuel, bien sûr. Vous avez 5% qui utilisent un manuel qu'on classera dans la catégorie des méthodes ou des manuels phoniques synthétiques stricts. Plus de 95% de décodabilité, aucun mot à apprendre ni à reconnaître globalement. Et vous avez ces 4 catégories qui sont en fait une gradation de type de manuel. Vous voyez le cœur de la culture professionnelle, et on pourra évidemment y revenir, même si je ne vais pas le détailler là, c'est les manuels qu'on appelle mixtes, une décodabilité qui est quand même assez importante, qui n'est pas du tout négligeable, en 75 et 95, mais un nombre de mots à apprendre par cœur qui est souvent très conséquent. On arrive facilement 20, 30, 40 mots à apprendre par cœur, donc sans avoir
sans être capable de les décoder en quelques semaines. Et les manuels mixtes plus, qui sont donc encore plus mixtes, entre guillemets, là, qui descendent en décodabilité, qui augmentent encore le nombre de mots à apprendre. Alors les voilà, ça, quand je fais des conférences, évidemment, dans les rectorats ou autres, c'est ce moment-là où tous les téléphones se lèvent. Bon, ça sera publié dans la note, c'est publié dans le rapport, donc il n'y a pas de problème, vous pourrez le retrouver. C'est donc tous les 35 manuels que l'on a analysés, leurs caractéristiques, taux de décodabilité, leur rang d'utilisation et leurs catégories. Mais pour aujourd'hui, c'est peut-être pas le plus décisif. Alors, le manuel est intéressant comme entrée dans la méthode, mais il ne suffit pas, on le savait déjà, et on le vérifie dans l'enquête, un manuel n'enseigne pas seul. Si vous posez un manuel sur une table, il ne va rien se passer. Il faut que l'enseignant ou l'enseignante utilise le manuel. Donc c'est pour ça qu'on a voulu, et là je passe un peu vite sur ces éléments-là, mais on a voulu mieux caractériser la méthode. On part du manuel, mais la méthode synthétique stricte, par exemple, c'est utiliser, première catégorie, un manuel synthétique strict, et déclarer par ailleurs des pratiques. L'enseignant, l'enseignante déclare des pratiques qui sont elles-mêmes synthétiques strictes. Je ne fais pas apprendre de mots-outils, je donne des textes qui sont entièrement décodables. Donc là, c'est l'addition, si vous voulez, de ces deux informations qui nous permet de caractériser plus facilement, on est quand même sur une enquête statistique, des méthodes, donc synthétiques strictes, frontières, mixtes, etc. Bon, si on doit dire deux mots, là je suis passé un peu vite, mais ces pratiques d'enseignement de la lecture en France, on peut dire au fond trois grands résultats. La méthode visuelle globale au sens strict n'existe pas, n'existe plus en tout cas, n'est pas pratiquée en France depuis, à mon avis, assez longtemps. Petite minorité d'enseignants ont des pratiques qui s'en rapprochent, mais ça reste de l'ordre de 2 à 3%. De l'autre côté du spectre, cette méthode phonique synthétique stricte est elle aussi d'ailleurs assez minoritaire, moins de 5% des enseignants enseignantes en France. On avait des évaluations qui tournaient entre 5 et 10%, mais qui n'étaient pas sur des échantillons tout à fait représentatifs. Donc ça me paraît cohérent, tout à fait cohérent avec ce que l'on savait. Et enfin, la très grande majorité des enseignants-enseignantes qui utilisent des formes variées de cette méthode mixte. Alors qu'est-ce que ça produit ? On observe pour cela les performances des élèves, comme je l'ai dit, en ayant les résultats aux évaluations exhaustives des élèves de ces classes. On construit un modèle sur lequel je ne reviendrai pas, mais on pourra en discuter, un modèle statistique qui vise à prédire, au fond, les résultats en vitesse de lecture et en compréhension de texte, en introduisant dans ce modèle des variables. Les variables suivantes, le contexte social de l'école, ce qu'on appelle l'IPS, l'indice de position sociale, l'expérience de l'enseignant, l'enseignante au CP, le niveau moyen de la classe, le niveau à l'entrée au CP de l'élève, ça c'est important, puisque c'est un grand déterminant des résultats des élèves, bien entendu, et la méthode d'enseignement telle que je l'ai décrite à l'instant. Alors voilà le résultat, l'un des résultats importants, sur lequel je ne vais pas m'attarder sur le tableau. Vous avez vraiment le résultat des effets des méthodes, donc ça se lit de la façon suivante. La méthode synthétique stricte est mise en référence, et vous regardez en dessous, là où il y a les petites étoiles, c'est la baisse en pourcentage d'écart type, c'est standardisé, lorsque l'on passe de cette méthode à l'autre méthode pour tous les tests et pour toutes les périodes de l'année. Si on doit le résumer, le reste, je ne le commande pas, ce n'est pas notre affaire. En réalité, c'est simple, les élèves des classes à méthode synthétique stricte obtiennent toujours de meilleurs résultats que les élèves des classes à méthode frontière mixte ou mix plus, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire en ayant contrôlé les dimensions du modèle, que ce soit en vitesse de lecture, en compréhension de texte, que ce soit mi-CP ou début CE1. Donc ça, c'est le premier résultat, me semble-t-il, important de cette étude. Deuxième résultat qui nous a beaucoup intéressés, ces écarts entre méthodes, les 10-15% dont j'ai parlé, ils augmentent en réalité pour les élèves à niveau scolaire faible à l'entrée au CP. C'est-à-dire si on prend les élèves, je définirai juste après, qui sont fragiles à l'entrée au CP, ils ne sont pas minoritaires, c'est 30% des élèves qui entrent au CP avec une maîtrise relativement faible de ce qu'on appelle le degré de connaissance ou degré de maîtrise du principe alphabétique, qui est un élément du programme de grande section de maternelle. Il y a un exercice qui est extraordinaire dans les évaluations, je le dis parce que ce n'est pas moi qui les ai faites, de liaison graphophonique. Il est assez simple, mais il est absolument impressionnant. L'élève doit reconnaître le phonème de départ d'un mot lu par l'enseignante, feuille, et donc il doit cocher le F de feuille, il a 5 possibilités.
Il y a 10 tests, il y a 10 questions, 10 items. C'est véritablement, dans l'enquête, le plus gros prédicteur, et de très loin, de la maîtrise du principe alphabétique. On est en train de soumettre un article sur cette question-là, qui est tout à fait très fort et très lié, évidemment, aux résultats des élèves un an après. Bon, si on prend les élèves qui sont parmi les 30% les plus faibles sur cet exercice, c'est pour eux que l'écart entre les méthodes synthétiques strictes et mixtes est le plus important. Le différentiel, pour le dire autrement, le différentiel d'efficacité entre les notes, il augmente à mesure que le niveau des élèves à l'entrée au CP diminue. Alors on peut le montrer de manière graphique. Voilà, vous avez ce fameux exercice en abscisse, le niveau à l'entrée, ce qu'on appelle la connaissance du principe alphabétique, le test de fluence en janvier, c'est-à-dire la vitesse de lecture de l'élève. Vous avez chaque méthode et vous voyez que finalement, plus le niveau à l'entrée est bon, plus l'écart entre les méthodes diminue, et à l'inverse, bien sûr, plus le niveau à l'entrée est faible, plus l'écart augmente. Ce pattern, vous l'avez en fluence, en compréhension, en janvier, en septembre. Troisième résultat, je m'en tiendrai là sur les résultats principaux de l'enquête, ces écarts entre méthodes augmentent également dans les classes à recrutement social populaire. Vous le savez, on dispose de l'indice de position sociale de l'école, qui est calculé à partir d'un score. C'est un peu compliqué pour le primaire, mais enfin, disons la moyenne des professions des parents de l'école, et on calcule un score qui caractérise le niveau social, disons, de l'école. Là, de la même façon que pour le niveau à l'entrée, plus l'IPS de l'école est faible, plus le différentiel entre les méthodes est fort. Je donne un petit exemple. Dans les écoles à recrutement social élevé, 7 sur 10, on a fait 10 catégories d'IPS. Vous voyez que les écarts en fluence, c'est 2,1 mots par minute, ou 1,4 même en C1, ça fait plus grand-chose en réalité. Si vous descendez à 2 sur 10 d'IPS, là c'est 4,6 mots, 4,6 mots en janvier, 6 mots par minute en septembre. En janvier, il faut imaginer que dans la catégorie 2 sur 10, on lit en moyenne 10-12 mots. Donc 4,6 mots, il faut imaginer ce que ça fait par rapport à 12. C'est pas du tout négligeable. Bon, évidemment, si on cumule les deux, pour les élèves qui ont un niveau scolaire fragile à l'entrée au CP, maîtrise faible du principe alphabétique, relativement faible, et scolarisés dans les écoles populaires, les écarts entre méthodes deviennent cette fois-ci statistiquement très importants, ils se cumulent, si vous voulez. La méthode phonique synthétique stricte est plus efficace pour cette catégorie d'élèves, tant pour l'acquisition de l'affluence que pour la compréhension. On revient toujours là, au même type de résultat. Je donne un petit exemple, j'en ai d'autres, mais celui-là me paraît assez frappant. Si ces élèves, donc, un niveau scolaire faible à l'entrée, scolarisés dans des écoles populaires, apprennent avec une méthode mixte dans les premiers mois de l'année, ils liront en moyenne 12 mots par minute en janvier, 18 mots par minute s'ils apprennent avec une méthode synthétique stricte. Pour information, le seuil de l'ADEPT des catégories des élèves fragiles en janvier, c'est 14 mots minutes. Voilà, donc l'écart entre les deux méthodes est assez important, puisqu'il permet ou pas de sortir de cette catégorie élèves fragiles, dont, vous vous en doutez peut-être, mais on le montre statistiquement, le fait d'être un élève fragile en janvier, évidemment, a un très fort effet sur le fait d'être toujours un élève fragile à l'entrée en CE1, vous l'imaginez. Alors, comment on explique ces trois grands résultats ? Je vais passer peut-être un peu vite sur le premier, qui ferait peut-être un peu le pont d'ailleurs avec l'intervention précédente. Pourquoi la méthode synthétique stricte est plus efficace ? L'idée, c'est qu'au fond, on peut d'ailleurs y revenir, y compris en partant des mécanismes probablement cérébraux, des voies d'activation de la lecture, la voie directe et la voie indirecte. La méthode synthétique stricte probablement installe l'élève dès le début de l'année dans une conception très claire de ce que représente le décodage, et c'est celle qui permet d'automatiser justement le plus facilement le décodage des graphèmes, ce qui est l'objectif fondamental d'un système d'apprentissage, d'un système alphabétique, et le décodage fluide, même s'il n'est pas le seul déterminant. On sait que c'est la première des conditions pour accéder à une compréhension. On ne comprend bien que ce que l'on a bien décodé ou déchiffré, cela va de soi. Même si, encore une fois, il y a d'autres dimensions. Donc ça explique évidemment assez facilement peut-être le résultat. Plus intéressant encore est ce deuxième résultat. Pourquoi est-ce que ça varie selon le niveau à l'entrée au CP ? C'est exactement ça que mesure cette maîtrise du principe alphabétique. Les élèves qui ont déjà une maîtrise forte du principe alphabétique, qui représente 50%, c'est beaucoup à l'entrée en CP. Alors si je dois un petit peu anticiper sur le résultat de la thèse de mon doctorant Paul Joya, 50% des élèves ont une très bonne maîtrise du principe alphabétique à l'entrée au CP. Il va montrer, grâce à ses observations dans les familles, que ce principe alphabétique n'est pas enseigné aujourd'hui
en grande section de maternelle, il est enseigné dans les familles. Hein, il faut le savoir, c'est une externalisation enfin non voulue. Hein, je ne dis pas du tout que tout le monde fait ça exprès, mais les familles apprennent le principe alphabétique à leurs enfants, parce que nous sommes un pays de longue tradition d'alphabétisation, et tout le monde joue avec les enfants, avec les lettres sur le frigo, etc. Et très peu enseigné en grande section de maternelle, normalement, où il devrait l'être. Donc pour les élèves qui ont un très bon principe, une maîtrise du principe alphabétique, on s'est rendu compte, en observant en classe, qu'ils sont d'un certain point de vue immunisés contre les méthodes mixtes, puisqu'ils ont compris, même quand vous leur présentez des mots à reconnaître globalement, ils ont compris que reconnaître un mot globalement, ce n'est pas à lire. Ils le savent, puisqu'ils sont déjà capables d'associer des lettres, des sons, de manière assez sans forcément savoir lire, mais ils ont compris le principe. Plus vous baissez évidemment dans le niveau des élèves, dans la maîtrise de ce principe analytique, plus ces élèves vont être sensibles au fait que les méthodes mixtes risquent d'introduire de la confusion dans ce qu'est l'activité de lecture. Et on va justement passer de stratégie de décodage, stratégie de reconnaissance, stratégie de mémoire, en essayant de se souvenir ou de vaguement imaginer ce que peut être le mot qu'on essaye de décoder. Donc ça explique que c'est assez cohérent, disons, avec le premier résultat. Troisième résultat, pourquoi cette efficacité varie selon l'origine sociale des élèves? Alors ça, c'est très important. C'est là aussi quelque chose qu'on s'était rendu compte sur le plan qualitatif. Et c'est un résultat connu dans la recherche. Les méthodes les plus efficaces sont encore plus efficaces pour les élèves des milieux populaires. Mais pourquoi, finalement? Pourquoi? Mais parce qu'il y a un élément, moi, ça m'a toujours frappé, dans la plupart des études expérimentales sur la lecture, notamment la plupart faites sous forme justement d'expérimentation, groupe contrôle, etc., on utilise donc l'épistémologie classique des RCT sans imaginer qu'il se passe des choses dans les familles, en fait. On apprend à lire dans les familles. Et lorsque l'on ne sait pas lire, et dans cette salle, je suis sûr que beaucoup ont cette expérience, il y a des normes sociales de l'apprentissage de la lecture. Un enfant qui ne sait pas décoder le paquet de céréales en terminale, non, ça je ne sais pas qui c'est, à Noël de l'année de CP, il se passe des choses dans les familles. Si vous réfléchissez vraiment à cela, vous allez vous rendre compte. Et ça se joue quelque part, ça se joue tout en continu en réalité, de la grande section de maternelle jusqu'à l'entrée en CE1. Mais ça se joue de manière très forte dans ces moments-là. Et notamment, évidemment, et ça c'est rarement soulevé dans les études, alors que si on me dit, je fais une méta-analyse et je dis l'effet moyen des méthodes, c'est ça, c'est en présupposant que pour les méthodes les moins efficaces, il n'y a pas eu d'intervention parentale. Sinon, il ne suffit pas de contrôler avec l'origine sociale, puisqu'il faudrait contrôler l'action des parents. Les parents, ils n'agissent pas si la méthode est efficace, ils n'agissent que si la méthode est inefficace. C'est très frappant, on a des descriptions ethnographiques qui sont absolument, Paul, absolument édifiantes de ce point de vue-là. Donc en réalité, c'est très simple. Vous avez un apprentissage ou un réapprentissage dans les familles qui se joue et qui se voit dans les résultats. Dans les méthodes synthétiques strictes et dans les milieux sociaux les plus populaires, il y a aussi de l'apprentissage. Attention, il y a une mobilisation parentale, on le sait, mais qui est évidemment moins efficace que dans les milieux où il y a, par exemple, des diplômes de l'enseignement supérieur. Donc c'est ça qui fait la modulation. C'est pour ça que les méthodes mixtes, l'effet de la méthode est moins important dans les familles les plus pourvues en capital culturel ou en niveau d'études, c'est parce qu'il y a un rattrapage qui est intensif. On a fait des comptages, qui peut être plus important que le temps passé en classe. C'est de ça dont on parle, surtout dans ces milieux-là, si les élèves lisent pas très bien. Donc le miracle des vacances dont on entend parfois parler par les enseignants et les enseignantes, le déblocage, ça se débloque entre décembre et janvier ou après les vacances de février, ça c'est typique. Il n'y a pas de miracle, c'est la grand-mère, qui vous voulez, mais c'est la personne qu'on a mobilisée dans la famille pour... et généralement de manière extrêmement intensive et de manière extrêmement synthétique, parce que c'est ça que savent faire les parents, on prend un livre et on réapprend les graphèmes, et c'est ça qui explique les progressions aussi si importantes. Alors en guise de conclusion, je voudrais insister, je suis sociologue, c'est pas si fréquent de montrer les choses sous cet angle-là, le poids décisif de la méthode d'enseignement. On s'est amusé à faire un petit calcul avec notre modèle. Les élèves scolarisés dans des écoles populaires, IPS 3, qui reçoivent un enseignement synthétique strict et qui ont, du point de vue des autres variables, même, c'est contrôlé. Ils obtiennent de meilleurs résultats au test de fluence mi-CP que les élèves scolarisés dans les écoles à recrutement social élevé qui ont appris avec une méthode mixte. Donc ça, c'est un résultat extrêmement frappant, il y en a d'autres. La méthode synthétique stricte, en réalité,
enfin l'effet de la méthode est tout à fait décisif, et c'est en ligne avec ce que l'on sait dans la littérature sur tout un tas d'affaires. L'effet, notamment dans les premiers apprentissages des méthodes et des systèmes d'enseignement, sont absolument décisifs, et à mon avis, plus importants, entre guillemets, ou en tout cas d'égale importance, par rapport à l'effet de l'origine sociale. Cette méthode synthétique stricte est à l'heure actuelle très rarement mise en œuvre dans les classes en France. Ma conclusion est donc très claire, est un petit peu, non pas vis-à-vis des enseignants, mais vis-à-vis du système éducatif. L'école est porteuse d'exigences qu'elle ne donne pas par elle-même les moyens de satisfaire. Telle est bien la clé de voûte de la compréhension des inégalités sociales d'apprentissage en lecture. L'externalisation d'une partie de l'apprentissage dans les familles, avec toutes les inégalités que cela implique. Alors, que faudrait-il faire ? À mon sens, et je ne suis pas le seul à le dire, cette politique de lutte efficace contre les inégalités sociales doit avant tout être centrée sur une amélioration sensible de l'efficacité de l'action pédagogique. J'ai mis les 3 niveaux qui me paraissent pertinents par ordre croissant de difficulté. Le premier niveau, l'évolution des instructions officielles. Il y a un nouveau programme d'ailleurs qui est prévu pour l'entrée 2024. C'est à mon avis le plus facile, et d'ailleurs c'est ce qui en France marche le bien. Globalement, les programmes sont de plus en plus proches, sont de plus en plus précis, disons. La qualité des manuels de lecture, ça, quand vous analysez les 35 manuels, et surtout les plus couramment utilisés, la labellisation, vous devenez tout de suite favorable à la labellisation des manuels, telle qu'on va la mettre en place normalement, à un moment ou à un autre. Et le troisième niveau, le niveau le plus décisif, le plus compliqué, celui qui demande le plus de temps et le plus de moyens, et donc celui qu'on oublie la plupart du temps, c'est la question de la formation initiale et continue des enseignants et des enseignantes, et notamment l'accompagnement au quotidien. Je reviens, je m'arrêterai là, d'une étude dans la ville de New York, où il y a à peu près les mêmes questions d'apprentissage de la lecture et de la mise en place d'une politique assez forte, j'allais dire, soutenue d'ailleurs par le syndicat majoritaire de la ville, je tiens à le préciser. Il y a 70 millions qui ont été mis sur la table pour la ville de New York, pour la question de l'amélioration de l'apprentissage de la lecture. La ville de New York, c'est un système éducatif qui représente à peu près 10% du système éducatif français. Donc l'équivalent serait 700 millions. On a été voir exactement, c'est assez impressionnant. Je ne dis pas que ça va marcher, ils sont très inquiets, ils ne sont pas sûrs que ça va marcher, mais il y a un investissement qui est absolument considérable dans la formation, et à mon avis, c'est absolument fondamental et essentiel. Je vous remercie de votre attention. Donc vous trouverez le rapport à l'adresse suivante, je crois. Ah, attends, remets-le. Oui, hop. Voilà. Et la note du Cézanne qui va sortir tout bientôt. Le rapport, c'est la version longue, et la note, ce sera la version courte.